Salut, je m'appelle Rowan et voici l'histoire de la façon dont j'ai perdu ma mère 2 fois. La première fois, elle est morte. La deuxième, c'est quand mon père s'est présenté à ses funérailles, souriant, tenant la main d'une femme de mon âge. Juste là, à côté du cercueil de ma mère, il m'a regardé et a dit « Tu n'es plus mon fils ». Et juste comme ça, j'ai été effacé. Ils ont emménagé dans sa maison avant même que la terre sur sa tombe n'ait eu le temps de se tasser. Ont enlevé ses photos, ont verrouillé ma chambre d'enfant, ont dit aux voisins que je ne reviendrai jamais. Mais je suis revenu, et quand ils sont rentrés de leur lune de miel, toujours en riant, toujours fiers. Ils m'ont vu debout là. Ce qui s'est passé ensuite a effacé le sourire de leurs 2 visages. Voulez-vous savoir ce qui était enterré dans le jardin de ma mère? Le ciel était lourd de gris ce matin-là. Le genre d'air de novembre qui s'infiltre à travers votre veste, peu importe à quel point vous la serrez. Je me tenais à côté du cercueil de ma mère, les mains raides et engourdies. La voix du prêtre flottait au-dessus du cimetière, douce et répétée. Le sol sentait les feuilles humides et la terre, et quelque part derrière moi, un moteur de voiture tournait au ralenti, trop fort pour des funérailles. J'ai gardé les yeux sur le cercueil en bois. Helen Keane, ma mère, la seule personne qui ait jamais cru que je deviendrais quelqu'un de bien. Elle me disait, « Rowan, ton père ne comprend que le contrôle. Ne laisse pas sa froideur devenir la tienne. » Je pensais avoir compris ce qu'elle voulait dire, jusqu'à ce jour-là. J'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier, et mon instinct m'a dit de lever les yeux. Mon père, Walter, était arrivé en retard. Il portait un costume noir qui semblait fraîchement repassé, le genre de détail dont il ne se souciait jamais quand maman était en vie. Mais ce n'était pas le costume qui a glacé l'air. C'était la femme à ses côtés. Elle ne pouvait pas avoir plus de 30 ans. Ses cheveux étaient trop brillants, son sourire trop stable. Sa main s'accrochait à son bras comme si elle revendiquait un territoire. Quand la foule l'a remarqué, des chuchotements ont parcouru les rangs comme une brise sur un champ de blé. Walter n'a pas regardé le cercueil. Il m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix a traversé les murmures, stable, profonde, cruellement claire. « Tu n'es plus mon fils. Sois parti avant notre retour. » Pendant un instant, même le prêtre s'est tu. Le cri d'un corbeau à proximité a brisé l'immobilité, mais personne n'a bougé. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai senti le sang quitter mon visage, le vent me tranchait les oreilles, mais rien de tout cela n'avait d'importance comparé à cette phrase. Mon père avait prononcé mon exil au monde comme si c'était une bénédiction. Je me suis détourné avant que mes genoux ne me trahissent. En marchant vers la voiture, je sentais des yeux me suivre. Des voisins, des cousins éloignés, des gens qui chuchoteraient plus tard, j'ai entendu ce qu'il a dit à son garçon. Le gravier crissait sous mes chaussures, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Dans la voiture, je suis resté assis un long moment avant de tourner la clé. L'écharpe de maman était posée sur le siège passager, soigneusement pliée, la faible odeur de son parfum à la lavande s'y accrochant encore. Elle m'avait fait promettre une fois. Fais la paix avec ton père, quoi qu'il arrive. À l'époque, cela semblait sage. Maintenant, cela semblait être une malédiction. Le trajet de retour a été silencieux. Les arbres défilaient, squelettiques et nus. Chaque feu rouge semblait durer 1 heure. Quand je me suis finalement garé en face de la maison de ma mère, la maison qu'elle avait passé sa vie à entretenir, j'ai vu les fenêtres sombres et sans vie. Cela ne ressemblait plus à la maison. Je suis resté assis là alors que le jour se transformait en nuit. Mon souffle embuait le pare-brise. J'aurais dû entrer, faire mes valises, les affronter, mais quelque chose en moi a hésité. Une voix murmurant « Attends ». Il était plus de 22 heures quand les lumières à l'intérieur se sont allumées. Je me suis penché en avant. À travers les voilages, je pouvais voir du mouvement dans le salon. Mara se tenait près de la cheminée, ses cheveux dorés captant la lueur des flammes. Dans ses mains, des papiers. Elle les jetait dans le feu un par un. Des lettres, des photographies, même ce mouchoir brodé que maman portait le dimanche. Ma poitrine s'est serrée. Je savais ce qu'étaient ces papiers. Les lettres de maman pour moi, ses notes, les petits morceaux d'elle qui avaient survécu à l'amertume de Walter. Maintenant, ils se recroquevillaient en cendres dans les mains manucurées de Mara. Puis elle a soulevé la dernière chose, la photo de mariage de mes parents. Pendant un instant, elle l'a étudiée, la tête penchée, puis l'a placée sur le feu.
Walter se tenait à ses côtés, les bras croisés, sans expression, alors que sa vie avec ma mère partait en fumée. Le reflet des flammes a atteint la fenêtre, projetant une lumière tremblante sur la vitre. J'ai serré le volant jusqu'à ce que le cuir grince. Ma mâchoire me faisait mal à force de retenir ce que je voulais crier. J'aurais pu faire irruption. J'aurais pu arracher cette photo du feu, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'ai éteint les phares et je suis resté assis dans l'obscurité, le moteur ronronnant doucement sous moi. Si vous pensez qu'elle est partie, ai-je murmuré, vous avez tort. Les flammes ont grandi, peignant leur visage d'orange et d'ombre. C'était comme regarder mon enfance se dissoudre en silence. Pas de cris, pas de confrontation. Juste la destruction lente et régulière de tout ce qu'elle avait construit. Quand je suis finalement parti, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Mon visage avait l'air plus vieux, plus dur. La route était floue sous les lampadaires. J'ai répété son nom à voix basse encore et encore, jusqu'à ce que cela ressemble à une prière qui refusait de s'estomper. Avant de tourner au coin de la rue, j'ai regardé une dernière fois en arrière. À travers la fumée, quelque chose a attiré mon attention. Un rectangle pâle sur le mur où son portrait était suspendu. L'espace vide semblait vivant, regardant à travers la fenêtre. Son visage avait disparu du mur, et ce vide me fixait comme une blessure ouverte. Le matin après les funérailles est arrivé, gris et humide, une légère bruine flottant dans l'air comme un brouillard indécis. Je n'avais pas dormi. Je n'ai pas pris la peine de me changer. Le même costume collait à mon corps, froissé et humide, portant encore le poids de la veille. À 7 heures, j'étais de nouveau garé devant la maison. La maison de ma mère. C'était toujours étrange de le dire au passé. J'ai monté lentement les marches du porche. Le bois a grincé sous mes chaussures, laissant des demi-lunes sombres là où l'eau s'était accumulée sur mes semelles. J'ai tendu la main vers la poignée de porte par habitude. Le laiton était plus froid que prévu. J'ai sorti ma clé de ma poche, la même que j'utilisais depuis l'université, et je l'ai insérée. Elle n'a pas tourné. J'ai réessayé. Elle s'est coincée. Je l'ai sortie, je l'ai essuyée contre ma manche et je l'ai forcée à nouveau. Toujours rien. Pendant une seconde, j'ai pensé que la serrure était peut-être juste raide à cause du temps. Mais non, quelqu'un l'avait changée. À travers le panneau de verre dépoli, j'ai vu du mouvement. La silhouette de Mara dérivant de pièce en pièce, fredonnant quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Quelque chose de joyeux. C'était absurde. J'ai frappé une fois. Il a fallu un moment avant qu'elle n'ouvre la porte. Elle n'a pas souri. Ses lèvres ont à peine bougé. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-elle dit platement. Walter se repose. Je suis entré sans demander. Elle a eu un petit hoquet, mais ne m'a pas arrêté. La maison sentait différemment, comme un désodorisant à la lavande et de la cire pour le sol au lieu des bougies à la cannelle que maman avait l'habitude de brûler. J'ai descendu le couloir, chaque pas résonnant plus fort que le précédent. Mes pieds se sont tournés presque d'eux-mêmes vers la chambre où j'avais grandi. La porte était fermée. J'ai saisi la poignée. Verrouillée. Pourquoi est-ce verrouillé, ai-je demandé, sachant déjà. C'est un débarras maintenant, a dit Mara derrière moi, les bras croisés comme si elle posait pour un catalogue. Je l'ai fixé. Vous avez transformé ma chambre en débarras. Ce n'est plus ta chambre, a-t-elle dit, la voix sèche. Nous avions besoin d'espace. Quelque chose a vacillé sous la porte. Une faible lueur. Je me suis agenouillé, j'ai regardé de plus près. Un mince faisceau de lumière s'échappait de la fente. Un orange doux et pulsant. Une veilleuse. Le genre que ma mère insistait pour garder. Elle disait que le couloir était trop sombre, trop silencieux. Même quand j'ai déménagé, elle l'a gardé allumé. Cela agaçait Walter. Il disait que c'était enfantin. Je me suis relevé et je me suis tourné vers Mara. Où sont les affaires de ma mère ? Dans le bureau, a-t-elle dit. Il y a un coffre-fort. Walter a pensé que c'était mieux comme ça. Mieux pour qui ? Elle m'y a conduit. Le coffre-fort était neuf. Chromé, numérique, déplacé dans une maison construite avant la télévision couleur. La canne de Walter a cogné contre le sol avant que je ne le voie. Il avait l'air pâle, plus mince, mais l'amertume dans ses yeux était bien vivante. J'ai fait quelques changements, a-t-il dit sans me regarder. Ta mère voulait de la simplicité.
Pas de confusion. Tout est sous ma responsabilité maintenant. Il m'a tendu un dossier, impeccable et chaud, comme s'il venait de sortir d'une imprimante. La première page était un testament, nouveau, daté de quelques semaines seulement avant sa mort. Sa signature était là. Mais mon nom avait été barré à l'encre bleue. Elle n'aurait pas fait ça, ai-je dit, plus pour moi-même que pour quiconque. Il n'a pas scié. Elle voulait la paix. Tu as toujours été une source de division, Rowan. J'ai fixé le document. L'encre semblait trop fraîche. Je ne faisais pas confiance à ma voix, alors je n'ai pas parlé. J'ai simplement tendu la main vers le formulaire de reconnaissance et je l'ai signé. Mon nom à peine lisible. Comme si je ne voulais pas laisser d'empreinte sur ce gâchis. Ma mère disait, la maison garde ce qui est vrai. Mais la vérité, semble-t-il, peut être écrasée par du papier et de l'encre. J'ai quitté le bureau sans un autre mot. Dehors, la bruine s'était transformée en une pluie régulière. Je suis resté sur le porche un moment, le froid s'infiltrant dans mes épaules. De l'autre côté de la rue, Madame Daly, la vieille voisine de maman, se tenait à sa fenêtre, sa main tressaillant comme si elle ne savait pas si elle devait saluer. J'ai hoché la tête juste assez pour avoir l'air normal. Juste assez pour dire « je vais bien », alors que ce n'était pas le cas. Les rosiers près des marches de l'entrée, la fierté de maman, avaient été taillés jusqu'au moignon. Les tiges coupées saignaient de la sève comme des plaies ouvertes, comme si quelqu'un voulait l'effacer de chaque recoin de cet endroit. En marchant vers la voiture, j'ai remarqué quelque chose de nouveau, un panneau, à vendre, et en dessous, en police de caractère net et professionnel, Walter Kinreal Estate Holdings. Je suis monté dans la voiture, mouillé et tremblant, et je suis resté assis là un long moment. Il ne se contentait pas de l'enterrer. Il enterrait tout ce qu'elle représentait. Tout ce qu'elle avait construit. Tout ce qui la reliait à moi. J'ai tourné la clé, j'ai essuyé la buée du pare-brise et j'ai allumé les essuie-glaces. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Mais j'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Tu l'as enterré une fois. Maintenant tu enterres ce qu'il en reste. J'ai conduit. Je n'avais pas l'intention de veiller si tard, mais la pluie qui tapait sur les fenêtres avait le don d'étirer le temps. J'étais assis dans un coin de mon appartement, lumières éteintes, juste la lueur de mon téléphone et le flash occasionnel d'un éclair à l'extérieur. Le salon était silencieux. Trop silencieux. Ce genre de silence qui pèse lourd, comme si quelqu'un observait depuis l'ombre. J'ai ouvert mon application de messagerie vocale, moitié par habitude, moitié pour éviter de penser. J'ai fait défiler les appels récents, rappels de pharmacie, même un message d'un dentiste que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Je les ai supprimés un par un. Glissement du pouce, supprimé, glissement, supprimé, jusqu'à ce que je le voie. Pas de nom, pas de photo de contact, juste numéro inconnu. Reçu à 19h43. J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur lecture. Il y a eu un bref crépitement statique, puis sa voix. S'ils essaient un jour de m'effacer, souviens-toi de qui j'étais pour toi. C'était elle, ma mère. Ma main a tressailli et j'ai laissé tomber le téléphone sur le canapé. Il a glissé entre les coussins. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Mes oreilles bourdonnaient. Ma peau est devenue froide. Chaque instinct me disait que ça ne pouvait pas être réel. Mais c'était là, sa voix, douce et assurée, me transperçant. J'ai sorti le téléphone et je l'ai rejoué. S'ils essaient un jour de m'effacer. Son ton n'était pas craintif. Il était stable, mesuré, comme elle parlait quand elle savait que quelque chose d'important allait se produire. Point, souviens-toi de qui j'étais pour toi. Clic et c'était tout. Mais cette fois, j'ai attrapé quelque chose d'autre. Un tic-tac doux en arrière-plan. Puis un son métallique comme le tintement sourd d'une porte de coffre-fort qui s'ouvre. Elle avait enregistré cela près de quelque chose que je reconnaîtrais si j'écoutais attentivement. L'horodatage du message indiquait qu'il avait été envoyé la nuit avant sa mort. J'ai rappelé le numéro. Directement sur une tonalité de déconnexion. J'ai réessayé. Même résultat. J'ai essayé de bloquer mon numéro. Rien. C'était comme si le numéro existait. Cette voix m'a hanté le reste de la nuit. Le matin, j'étais devant sa banque. C'était l'une de ces institutions de petite ville. Vieux bâtiment en pierre, au vent vert,
le genre d'endroit où les caissiers se souvenaient de l'anniversaire de mariage de vos parents. Je suis entré et j'ai fait la queue derrière un couple qui se disputait à propos de frais de découvert. Quand j'ai atteint le comptoir, la caissière, une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux fatigués et au sourire nerveux, s'est figée dès qu'elle a vu mon nom de famille sur ma carte d'identité. « Vous êtes le fils d'Hélène » a-t-elle dit doucement. Pas une question. Oui. Elle a regardé autour d'elle, puis s'est penchée un peu. Elle était ici 2 jours avant. Enfin. Elle a dit que c'était important. Je ne devrais pas vous dire ça, mais elle a laissé quelque chose à votre nom. Elle a fait glisser une petite clé argentée sur le comptoir. Boîte 19. Vous pouvez utiliser la pièce à l'arrière. Je l'ai remercié, la gorge sèche. À l'intérieur de la pièce privée, j'ai ouvert le petit tiroir en métal. Ma main a hésité sur le loquet, une partie de moi ayant peur de ce que je pourrais trouver. Puis j'ai tiré. À l'intérieur, 2 choses, une enveloppe blanche unie et un médaillon en argent. J'ai d'abord ouvert le médaillon. À l'intérieur, plié en un minuscule carré, se trouvait un bout de papier. L'écriture de ma mère, nette, délibérée. La vérité garde son propre enregistrement. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert l'enveloppe. Il n'y avait qu'un seul article à l'intérieur. Un bordereau de dépôt daté de 6 mois. C'était pour un compte joint. Nom inscrit, Hélène Kinemara Jensen. Cela a frappé plus fort que prévu. Ma mère avait lié ses finances à Mara. La femme qui s'est présentée à ses funérailles comme si elle héritait déjà des rideaux. La femme qui brûlait des photos de famille dans la cheminée du salon pendant que Walter regardait. Pourquoi aurait-elle fait ça? À moins qu'elle ne sache quelque chose. Peut-être qu'elle soupçonnait que Mara essaierait de couvrir ses traces. Peut-être qu'elle l'a vu venir et a laissé ça pour moi. Pas de la vengeance. Ma mère n'était pas câblée comme ça. C'était de la protection. Une miette de pain. Je suis resté assis un moment, juste à respirer, juste à penser. Tu me protégeais encore, ai-je dit à voix haute, même quand je ne te protégeais pas, quand je suis finalement ressorti, la pluie avait repris de plus belle. Un rideau froid et régulier qui rendait tout plus gris que ça ne l'était. J'ai serré le médaillon dans ma main comme s'il pouvait se désagréger si je le lâchais. Walter avait réécrit le testament, m'avait enfermé hors de ma propre chambre, m'avait chassé de sa maison. Mais elle avait laissé ça. Elle voulait que je le voie. Je suis retourné à ma voiture et je suis resté assis un moment. Le siège était froid. Mes vêtements me collaient. Dès que j'ai tourné la clé, mon téléphone s'est synchronisé avec le Bluetooth de la voiture. Le message vocal a rejoué. S'ils essaient un jour de m'effacer, souviens-toi de qui j'étais pour toi. Je ne l'ai pas mis en pause. Je n'ai pas parlé. Pour la première fois depuis les funérailles, j'ai écouté sa voix jusqu'au bout sans pleurer. Quand le message s'est terminé, je me suis penché en avant, les mains sur le volant. Tu m'as laissé la carte, n'est-ce pas? Je me suis garé à 2 rues de là. Habitude, instinct, peut-être peur. Le quartier était silencieux. Même le vent ne se donnait pas la peine de siffler à travers les arbres ce soir. Juste le son des feuilles cassantes qui grattaient l'asphalte. En sortant, j'ai bougé lentement, en restant bas, le manteau zippé jusqu'au menton. Le genre de froid qui ne se contente pas de rester sur la peau, mais qui s'insinue en dessous. J'ai gardé les yeux sur la maison, sur la lumière du porche qui avait été remplacée par une lueur LED plus neuve et plus dure. Elle n'avait pas sa place ici. Rien de tout cela n'avait plus sa place. J'ai contourné la maison par l'arrière, mes doigts cherchant dans la doublure de mon manteau où j'avais cousu la vieille clé de rechange des années auparavant. J'avais toujours eu l'intention de dire à maman que je l'avais fait. Je n'en ai jamais eu l'occasion. La serrure a cliqué comme si elle se souvenait de moi. Je suis entré. L'odeur m'a frappé en premier. Pas de pourriture ou de moisissure, juste quelque chose d'inhabituel. Du polish parfumé au citron, un désodorisant chimique. Sa lavande avait disparu. Ce n'était pas comme s'introduire par effraction. C'était comme rentrer à la maison dans un endroit qui avait oublié mon nom. Je suis resté dans la cuisine, laissant mes yeux s'habituer. Tout avait été déplacé. Les armoires repeintes, ce horrible papier contact imitation marbre tapissant les comptoirs, la collection d'aimants de son réfrigérateur manquante. Le bourdonnement du vieux réfrigérateur était toujours là, cependant, bas et régulier. C'était quelque chose. J'ai traversé le salon.
Le fauteuil où elle lisait le journal chaque matin, disparu. La table basse que mon père avait construite en 85, remplacée. Son piano, celui sur lequel elle apprenait aux enfants du quartier à jouer, volatilisé. Et le mur. Il était autrefois couvert de photos encadrées. Vacances, remise de diplômes, anniversaire. Maintenant, juste des trous de clous et des taches de peinture décolorées. C'était comme s'il l'avait effacée de l'air, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai avancé, chaque craquement de plancher semblant plus fort qu'auparavant. Passé le couloir près de l'escalier, je me suis arrêté. Là, un son. Pas un craquement, pas un pas, mais un léger cliquetis, presque comme un murmure d'air. J'ai incliné la tête, essayant de le trouver. Il est revenu, de derrière le mur. Je me suis souvenu de la grille de ventilation. Au lycée, j'y avais caché mon bulletin de notes une fois, derrière le panneau qui ne fermait jamais bien. Maman l'avait trouvé en moins d'une journée. Elle disait que, la maison te dénonce si tu ne la respectes pas. J'ai appuyé ma paume contre le mur et j'ai poussé légèrement. Un léger clic. Le panneau a bougé. Derrière, l'obscurité. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai allumé la lampe de poche et je me suis penché. Une petite pièce, étroite, poussiéreuse, remplie de l'odeur de lavande que le reste de la maison avait oubliée. À l'intérieur se trouvaient des boîtes, de vieilles boîtes, maintenues fermées par du ruban adhésif. Sur le dessus reposait un petit coffre en bois, gravé sur le couvercle de son écriture. Pour quand je serais parti. Ma gorge s'est serrée. Je l'ai porté jusqu'au couloir. Je me suis assis en tailleur, comme un enfant le matin de Noël, mais sans la joie. Je l'ai ouvert. Des photos, des lettres. Une par une, je les ai sorties. Des clichés d'anniversaire, de vente de pâtisserie à l'église, de crêpes du dimanche matin. Puis il y avait ça, une photo que je n'avais jamais vue. Prise juste un mois avant sa mort. Maman était assise dans le jardin, les yeux fatigués mais souriants. Debout derrière elle se tenait Mara, sa main reposant légèrement sur l'épaule de Walter. Elle regardait droit vers l'appareil photo et souriait, mais ce n'était pas de la joie sur son visage. C'était de la suffisance, du froid. Il y avait quelque chose dans ce sourire qui n'avait pas sa place dans une photo de famille. J'ai mis la photo de côté et j'ai attrapé la clé USB nichée sous les lettres. De retour dans le salon, je l'ai branchée sur mon ordinateur portable. Des dossiers sont apparus, la plupart remplis de photos numérisées, de recettes, de souvenirs tapés à la machine. Puis j'ai vu un dossier, preuve-bas compte. J'ai cliqué. Vide. 0 fichier. Mon estomac s'est noué. Elle avait essayé de me laisser quelque chose et quelqu'un. Il l'avait pris, l'avait effacé. Je me suis adossé à la chaise, le cœur battant, essayant de me souvenir. Ces mots résonnaient dans ma tête. Garde toujours une copie de ce qui est important. Je me suis précipité dans la pièce cachée, feuilletant les boîtes plus frénétiquement maintenant. Sous une pile de vieux livres de recettes et un annuaire de lycée, j'ai trouvé un boîtier de CD en plastique, une étiquette manuscrite au marqueur noir, sauvegarde. Je l'ai inséré dans le lecteur de disque de l'ordinateur portable, priant pour que le lecteur fonctionne encore. Il a vrombi. A chargé. A ouvert. Une seule image. J'ai double-cliqué. C'était elle, maman, assise à une table à côté d'un homme en costume. Clairement un avocat. Un document était posé devant elle. Elle était en train de signer. Dans le miroir derrière eux, à peine perceptible, Mara, tenant son téléphone, en train d'enregistrer. Je me suis penché en avant. Mon souffle s'est ralenti. Mon cœur, non. C'était ça. Elle était là quand c'est arrivé. Quand le testament a été changé. Pas après, pendant. Ce n'était pas juste une trahison. C'était prémédité. Elle voulait que ce moment soit sauvegardé. Et puis elle a tout supprimé. Mais maman avait toujours 2 longueurs d'avance. J'ai copié la photo sur mon téléphone, l'ai sauvegardée 2 fois. Puis je suis resté assis un moment, laissant mon souffle se calmer. Je ne me bats plus contre des fantômes, ai-je murmuré. Je me bats contre les vivants. J'ai commencé à ranger, me déplaçant silencieusement, repliant l'enveloppe dans le coffre. En sortant du couloir, quelque chose a attiré mon attention. De la lumière clignotant à travers la fenêtre de devant. Des phares.
Une voiture s'est arrêtée devant. Je me suis accroupi, regardant par le bord du rideau. La voiture de Walter. Il n'était pas censé rentrer si tôt. Le bruit des pneus crissant sur le gravier m'a figé sur place. Les phares ont traversé les rideaux et ont peint deux barres blanches nettes sur le mur du salon. Mon pouce est accéléré et pendant un instant, j'ai pensé à m'éclipser par la porte de derrière, mais la serrure a cliqué avant que je ne puisse bouger. La porte d'entrée a grincé en s'ouvrant. Je savais que tu ne pourrais pas rester loin. Sa voix a rempli la maison, basse et sèche, comme elle le faisait toujours avant une tempête. Je suis resté immobile dans le couloir, la lumière de sa voiture vacillant encore à travers les stores. Sa canne a tapé 2 fois contre le parquet avant que les lumières du couloir ne s'allument. Walter Keane, mon père, avait l'air plus petit que dans mes souvenirs, mais d'une certaine manière plus lourd. L'âge lui avait volé sa force, mais pas son autorité. Ses yeux ont balayé la pièce comme s'il faisait l'inventaire de son propre empire. Il a regardé la boîte ouverte à côté de moi, puis l'ordinateur portable sur la table. « Tu as fouillé dans ses affaires ?» J'ai croisé son regard. « Non, dis-je doucement. C'est toi qui l'as fait. » Cela l'a arrêté. Pendant une seconde, il n'y a eu que le faible bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac distant de l'horloge grand-père qui n'avait pas fonctionné depuis les funérailles. Puis il a ri. Un son creux, amer, qui a rempli chaque recoin de la pièce. Ta mère voulait que Mara ait cette maison. Tu le sais. Elle voulait quelqu'un qui puisse la maintenir en ordre. C'est ce que tu te dis. Il a ignoré la question, sa voix devenant plus vive. Tu as toujours été trop sentimental, Rowan. Toujours accroché au passé. C'est pour ça qu'elle ne te faisait pas confiance avec les responsabilités. J'ai fait un pas vers lui. Elle me faisait confiance avec sa vérité. Il a reniflé. La vérité ne paie pas les factures. Quelque chose en moi s'est fissuré alors. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste de l'épuisement. Le genre qui vient en regardant quelqu'un transformer la mémoire de sa mère en une arme. Le regard de Walter est tombé sur le bureau. Sa main s'est tendue avant que je ne puisse réagir, arrachant le CD photo de l'endroit où il se trouvait près de l'ordinateur portable. Rends-moi ça. Il a souri narquoisement. Tu penses qu'il y a quelque chose sur ce disque qui vaille la peine d'être sauvegardé? Il s'est tourné pour partir. J'ai tendu la main, attrapant son poignet, mais il a repoussé ma main. Le CD a glissé, est tombé par terre et s'est fendu net en deux. Le claquement sec a résonné plus fort que n'importe quel cri. Nous nous sommes tous les deux figés. Je me suis penché pour le ramasser. Ma paume a effleuré un cadre photo brisé que je n'avais pas remarqué auparavant. L'une des rares photos restantes de ma mère, souriant sous le chêne du jardin. Le verre a mordu ma peau. De fines lignes rouges ont immédiatement surgi. Tu brises tout ce que tu ne peux pas contrôler, dis-je, la voix tremblante, non pas de douleur, mais de fureur. Il ne m'a pas regardé. Il a fixé la photo brisée comme si c'était un inconvénient, comme si du café avait été renversé sur son tapis. Tu penses que je voulais tout ça, a-t-il finalement dit. Je n'avais pas le choix. Les changements de testament étaient pour l'efficacité. Elle ne comprenait pas à quel point les choses étaient compliquées. Elle en comprenait assez, ai-je dit. Tu ne l'as pas seulement effacée. Tu l'as réécrite. Il s'est tourné alors, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose d'autre que de la colère derrière ses yeux. Parce qu'elle ne m'a laissé que des souvenirs, et je déteste les souvenirs. Les mots flottaient là, bruts et laids. Je me suis levé, tenant le cadre fissuré entre nous. Tu les détestes parce qu'ils disent la vérité, ai-je dit. Pendant une seconde, juste une, son visage a tressailli. Pas de la peur, pas de la rage. De la honte. C'est passé aussi vite que c'est venu, avalé par l'orgueil. J'ai posé la photo brisée avec précaution sur la table et je suis passé à côté de lui. L'air entre nous était assez lourd pour en suffoquer. Je pouvais sentir son souffle se couper alors que je passais, mais il n'a rien dit. À l'embrasure de la porte, j'ai fait une pause et je me suis retourné. Tu ne réalises même pas que la guerre est déjà perdue, dis-je doucement. Tu ne peux pas tuer ce qui est déjà enregistré. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Peut-être qu'il savait. Peut-être qu'il s'en fichait. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air de la nuit m'a accueilli comme une vague froide, propre et vive après le silence suffocant de l'intérieur. La porte,
autrefois celle qui m'avait enfermé dehors, s'est refermée doucement derrière moi. Pour la première fois, cela ne ressemblait pas à une défaite. Cela ressemblait à une reprise de contrôle. Je suis resté sur le porche pendant une longue minute, regardant le clair de lune se glisser à travers les branches, écoutant le vent se déplacer dans les gouttières. La maison, même de l'extérieur, semblait vivante, respirant, se souvenant. On peut enterrer la vérité sous des papiers, sous des murs, sous la terre, mais elle respire encore. Et elle respirait ce soir. Le matin est venu lentement, tiré à travers le ciel comme une vieille dentelle. Je n'avais pas dormi, j'étais juste resté assis dans ma voiture devant mon appartement, le cadre photo brisé sur le siège passager à côté de la lettre que j'avais copiée du CD. Je portais encore le poids du silence de la nuit dernière lorsque mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu sans un mot. Monsieur Keane. Une voix stable. Masculine, plus âgée. Ici Arland Desros, avocat. Je crois que vous connaissiez ma défunte cliente, Hélène Keane. Je pense que nous devons parler. 15 minutes plus tard, j'étais sur la route. Walter m'avait déjà appelé 3 fois ce matin-là. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien qu'il puisse dire maintenant qui changerait ce que je savais déjà. Et ce que je soupçonnais était toujours caché. Le cabinet d'avocat se trouvait au bout d'une rangée de bâtiments en briques rouges, le genre d'endroit qui n'avait pas été rénové depuis les années 70. Je me suis garé, j'ai pris la photo et la lettre, et je suis entré. La réceptionniste n'a pas demandé mon nom. Monsieur Arlon ressemblait au genre d'homme qui passait plus de temps avec du papier qu'avec des gens. Grand, les cheveux grisonnants, de petites lunettes et une voix qui portait à la fois la prudence et la gentillesse. Rowan, votre mère nous a confié quelques instructions privées. Elle a dit, ne donnez ceci à vous que si son testament est un jour contesté. Il a fait glisser une épaisse enveloppe scellée sur le bureau. Je l'ai fixée un moment. Son écriture, nette et forte, vivait encore sur le devant. Mon nom, sans titre, juste, Rowan. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une seule page pliée. L'encre s'était légèrement estompée sur les bords, mais son écriture était inimitable. Pas de jargon juridique, pas de formalité. Si cette lettre te parvient, c'est que quelqu'un a changé ce que j'ai écrit. Tu dois faire confiance au jardin, pas aux documents. Souviens-toi du coin où les roses blanches n'ont jamais poussé. J'ai toujours dit que la vérité a besoin de soleil et de racines profondes. Avec amour, maman. Pliée derrière la lettre se trouvait une petite esquisse. Le contour du jardin que je connaissais comme ma poche. Et un coin, l'extrême gauche près de la cabane à outils, était encerclé au crayon. Ma gorge s'est serrée. Elle savait. Elle a vu cela venir. J'ai levé les yeux. Monsieur Arlon avait ouvert un mince dossier sur son bureau et hésitait, presque gêné. Il y a autre chose que vous devriez voir, a-t-il dit. Ce qui a été déposé au tribunal des successions, c'est ceci. Il a fait glisser une copie imprimée d'un testament à l'allure légale, tapé, signé par votre père en tant qu'unique exécuteur testamentaire. Mara Jensen hérite de la propriété et des actifs. Puis il a sorti un autre document du dossier. Manuscrit, notarié, daté. L'écriture authentique de ma mère à nouveau. Celui-ci, a-t-il dit doucement, était ce que votre mère avait endossé chez nous jusqu'au jour de sa mort. Elle vous laissait tout. Cette version n'a jamais été soumise. Je me suis adossé à la chaise, mes doigts engourdis. Est-ce valide, ai-je demandé. Monsieur Arlon avait l'air peiné. Pas à moins que nous ne puissions prouver que l'original a été dissimulé ou détruit après son décès. Ce que votre père a soumis est ce qui prévaut. À moins que vous ne trouviez une preuve physique du document original ou quelque chose qui discrédite la version révisée. J'ai fixé les 2 testaments pendant un long moment, mon nom effacé par l'encre et remplacé par un autre. Elle m'a laissé une piste, ai-je dit. Et elle a eu confiance que je la suivrais. Monsieur Arlan n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Son silence en disait assez. Je l'ai remercié et j'ai quitté le bureau, sortant dans l'air matinal et cassant. Des flocons de neige avaient commencé à tomber, doux, lents et sans hâte. Ils poudraient le trottoir comme des notes oubliées. De retour dans la voiture, j'ai déplié à nouveau l'esquisse du jardin. Cet endroit encerclé près de la cabane. Je pouvais l'imaginer exactement, là où les rosiers n'avaient jamais pris racine, peu importe combien de fois elle avait essayé. Elle en avait ri une fois,
disant que le sol gardait peut-être des secrets. Maintenant, je savais qu'elle ne plaisantait pas. J'ai posé la lettre à côté de la photo brisée sur le siège. 2 messages, l'un à l'encre, l'autre en silence. Elle ne m'avait pas laissé les mains vides. Elle m'avait laissé une direction. J'ai démarré le moteur, laissant le chauffage réchauffer l'habitacle. Le jardin attendait. Ce soir, j'y retournerai. Pas pour me disputer, pas pour me venger. Pour des preuves. Si elle a enterré la vérité, je la déterrerai moi-même. La pelle reposait sur la banquette arrière, le métal terne captant le clair de lune alors que je me garais à un demi-pâté de maison de la maison. J'ai éteint les phares et je suis resté assis 1 minute, observant les ombres s'étirer sur la pelouse familière. Le monde semblait suspendu. Pas de voiture qui passe, pas de vent qui bouge, juste le doux tic-tac du moteur qui refroidit et ma propre respiration. Je suis sorti, fermant la porte avec soin. L'air était vif, mordant à travers mon manteau, mais je l'ai accueilli. Il me maintenait ancré. Chaque pas crissait sur l'herbe gelée. J'aurais pu parcourir cette cour les yeux fermés. J'ai grandi ici. Je suis tombé sur cette pelouse. J'ai saigné sur cette terre. J'ai ri sous ces arbres. Chaque fissure dans le trottoir contenait un souvenir. Chaque rose avait été autrefois entretenue par ses mains. Le jardin derrière la maison s'étendait largement sous un ciel pâle, argenté par le froid. La lune se déversait doucement dessus, comme si elle essayait de ne pas réveiller les morts. Les roses de ma mère n'avaient pas fleuri depuis des semaines, mais le parfum persistait encore faiblement. Terrestre, doux, tenace. Je me suis agenouillé près de la cabane, exactement là où son croquis l'avait marqué. Le sol a d'abord résisté, solide à cause du gel, mais sous la surface, il s'est ramolli. À 15 cm de profondeur, le métal a fait un bruit sourd contre ma pelle. J'ai dégagé la terre avec mes mains, mon souffle embuant l'air. Une petite boîte en fer blanc, les bords rouillés, attendait comme si elle avait toujours appartenu à la terre. Je l'ai soulevée lentement, en brossant le givre. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans un de ces vieux mouchoirs brodés, se trouvait un morceau de papier plié et une clé USB. Le document s'est déplié avec un murmure de résistance. L'encre était pâle mais lisible. Sa signature en bas, notariée, attestée, datée de 2 mois avant sa mort. Mon nom était clair. Elle avait enterré la vérité là où personne ne pouvait la modifier, où aucune main avide ne pouvait la toucher. Tu l'as fait, maman, ai-je dit à voix haute, à peine plus qu'un souffle. Tu as caché la vérité là où seul moi saurais la trouver. Je suis resté assis dans la terre un long moment, tenant ce papier comme si c'était sa main. Mes doigts tremblaient. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. La lampe de poche a vacillé. Je l'ai tapotée 1 fois, puis une autre, et puis j'ai remarqué autre chose. Un petit clignotement rouge au bord de la cabane. Je me suis approché. Une caméra. Discrète, montée bas, plus récente que tout le reste autour. L'objectif a réfléchi ma lumière vers moi. Elle était active. Enregistrant. Quelqu'un avait surveillé cet endroit. Mon cœur a cogné, bas et profond. J'ai attrapé la clé USB, je suis monté dans la voiture et je l'ai branchée sur mon ordinateur portable. Des dizaines de fichiers vidéo sont apparus. J'ai cliqué sur le plus récent. Statique. Puis un scintillement du jardin. Des semaines avant les funérailles. La vidéo montrait Walter et Mara debout dans cette même cour, sous cette même lune. La voix de Walter. Nous ferons le changement. Elle n'a pas besoin de savoir avant que ce soit fait. Mara. Et le garçon? Il a souri narquoisement. Il croira tout ce qu'on lui dira. Le fichier s'est terminé. Je suis resté figé. Mes mains ont agrippé le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Plus maintenant. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai laissé un message à Monsieur Harland. Ma voix basse mais stable. J'ai trouvé le vrai testament, ai-je dit. Et quelque chose de plus grand. Avant de partir, je suis retourné au trou que j'avais creusé. Les rosiers là avaient été dérangés, les racines cassées, les tiges meurtries. Je me suis agenouillé et j'en ai replanté un doucement, tassant la terre autour avec soin. Ces mots résonnaient. Même ce qui est enterré peut repousser. Je me suis relevé lentement. Mes genoux ont craqué. Mes doigts me faisaient mal. Mais quelque chose en moi s'était calmé. Je n'étais plus perdu.
En partant, la boîte en fer blanc reposait sur le siège passager à côté de moi. À l'intérieur, la vérité, la mémoire, la preuve. Il l'avait réécrite, mais elle avait enterré l'histoire originale avec un but. Au lever du soleil, tous dans cette maison sauraient ce qu'elle avait laissé derrière elle. Au moment où la première lumière a rampé sur la rue, j'étais déjà là, debout sur le porche avec une boîte en fer blanc sous un bras et un café dans l'autre. La maison avait l'air la même que toujours, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais pas venu pour me venger. Je n'étais pas ici pour crier ou supplier. Je suis venu rendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être pris. Je les ai entendus avant de les voir. Le gravier crissant sous les pneus. Un rire qui n'avait pas sa place. La voix de Mara a retenti comme une cloche, trop aiguë pour le matin. La voiture est entrée dans l'allée comme s'ils arrivaient de vacances, et non comme s'ils marchaient vers une confrontation. Mara est sortie la première, des lunettes de soleil cachant la partie d'elle qui connaissait encore la honte. Walter a suivi, traînant 2 valises assorties derrière lui avec cette même posture suffisante qu'il portait toujours quand il pensait que le jeu était à lui. Puis ils m'ont vu. Le rire s'est éteint dans sa gorge. Walter a ralenti, laissant tomber la poignée de la valise avec un bruit sourd. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Je me suis tourné, j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis entré. Les laisser ouvertes derrière moi. Ils ont hésité, mais pas longtemps. Walter a aboyé. Tu n'as aucun droit d'être ici. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Tu as dit la même chose à sa tombe. La boucle est bouclée, n'est-ce pas? Ils ont suivi, leurs bottes lourdes sur le parquet, dégoulinant de boue et d'arrogance. Le salon semblait plus froid que dans mes souvenirs, cependant. Peut-être que c'était juste eux. J'ai posé l'ordinateur portable sur la table basse et je l'ai connecté à la télévision. Pas d'introduction, pas d'avertissement. L'écran s'est allumé. Des images du jardin. La voix de Walter a résonné dans la pièce. Elle n'a pas besoin de savoir avant que ce soit fait. Puis Mara. Et le garçon? Et lui à nouveau. Il croira tout ce qu'on lui dira. Mara a visiblement halté, une main se portant à sa poitrine. Walter a fait un pas en avant, la mâchoire serrée, mais je me suis interposé entre lui et la table. Ne fais pas ça, dis-je doucement. Tu as déjà assez pris. Il s'est arrêté. Tu m'as toujours dit de tourner la page. De laisser le passé mourir. Mais le passé ne t'a pas lâché. Son visage s'est alors fissuré, non pas de rage, mais de quelque chose de plus ancien. Du regret peut-être, ou de la peur. Tu ne sais pas ce qu'elle voulait, a-t-il marmonné. Elle voulait la vérité, ai-je répondu. C'est ce que tu n'as jamais pu lui donner. J'ai sorti le testament original de la boîte en fer blanc, les plis encore frais de la terre, et je l'ai laissé tomber sur la table avec un bruit sourd et final. Tu as enterré sa vérité, ai-je dit. Je l'ai déterré. Le visage de Walter est devenu flasque. Mara s'est mise à sangloter, ses jambes cédant alors qu'elle glissait sur le canapé. Par la fenêtre du salon, j'ai vu des voisins commencer à jeter un coup d'œil, les rideaux bougeant, les têtes se tournant. Vous saviez qu'elle ne voulait pas de ça, ai-je continué. Mais vous l'avez fait quand même. Vous pensiez que personne ne vérifierait, que je ne me battrais pas, Walter a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. J'ai de nouveau brandi le testament. Je porterai cela en justice, mais je voulais que vous voyiez son écriture avant les avocats. Le silence qui a suivi s'est étiré. Je me suis dirigé vers la cheminée, j'ai ramassé le cadre brisé, celui que j'avais laissé face contre terre il y a des semaines, et j'ai délicatement remis sa photo à l'intérieur. Je l'ai posé sur le manteau de la cheminée comme s'il y appartenait. Maintenant, la maison se souvient d'elle aussi. Aucun d'eux n'a parlé. Je n'en avais pas besoin. Je suis sorti, laissant la lumière du soleil toucher mon visage. Le givre avait commencé à fondre sur les rosiers, à peine, mais assez pour le remarquer. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle honnêtement. Et maintenant, c'était le cas. J'ai atteint la voiture, j'ai ouvert la portière et j'ai jeté un dernier regard en arrière. Walter se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras ballants. Mara était toujours à genoux, le visage enfoui dans ses mains. Tu as dit que je n'étais plus ton fils, ai-je dit à personne et à eux deux. Tu avais raison. J'ai grandi. J'ai démarré le moteur. Des semaines après la décision, je suis revenu.
Pas avec une mallette ou un autre plan. Juste une seule rose. Le tribunal avait tout validé, le testament, les images, la vérité de ma mère. Walter et Mara n'ont pas lutté longtemps. Ils ont disparu discrètement, laissant derrière eux plus de silence que je ne l'attendais. Maintenant, la maison était immobile, enveloppée dans un calme qui avait manqué pendant des années. Les serrures avaient été changées. Le porche ne grinçait plus sous des pas agités. Les mensonges étaient partis avec eux, et tout ce qui restait était sa présence, dans les plus petites choses. J'ai descendu le chemin du jardin alors que le soleil déclinait dans le ciel, doré et indulgent. L'air était plus chaud maintenant. Les rosiers étaient revenus, fleurissant en rouge riche et en jaune doux. La terre avait dégelé. L'amertume en moi avait commencé à le faire aussi. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à un équilibre restauré. Ses gants de jardinage pendaient toujours au clou à côté de la cabane, décolorés et raides par le temps. J'ai passé mes doigts dessus et j'ai souri. Elle avait toujours dit que la terre se souvenait de la gentillesse. Peut-être qu'elle se souvenait aussi de la vérité. Je me suis retrouvé au même coin que j'avais creusé des semaines plus tôt. La terre y était plus meuble maintenant, respirant. Juste là où j'avais sorti la boîte en fer blanc, une rose avait fleuri. Grande, sans complexe, ses pétales de la couleur du crépuscule. Je me suis agenouillé à côté et j'ai tracé une feuille avec mon pouce. Tu as tenu ta promesse, maman, ai-je murmuré. Le vent a légèrement agité les branches. Dessous l'auvent du porche, les vieux carillons qu'elle avait accrochés des années auparavant ont commencé à jouer. Je ne les avais pas entendus depuis ses funérailles. Même note, même rythme. Mais cette fois, ils n'ont rien brisé en moi. Ils l'ont apaisé. J'ai parlé à voix haute, pas pour des fantômes, mais pour moi-même. Je pensais que le pardon signifiait faire comme si de rien n'était. Il s'avère que cela signifie simplement ne plus le porter. J'ai placé la rose doucement dans la terre à côté de la nouvelle fleur. Pas comme une offrande, pas même comme un adieu. Juste comme quelque chose de vivant, quelque chose de transmis. Des voix provenaient du jardin voisin. Une famille avait emménagé la semaine dernière, un jeune couple avec 2 enfants. La petite fille m'a aperçu à travers les lattes de la clôture. « Salut monsieur. Vous êtes le jardinier ?» J'ai regardé mes mains, encore maculées de terre, puis le jardin, fleurissant à nouveau sous le soleil du soir. « Quelque chose comme ça, ai-je dit. » Elle a gloussé et a disparu de la clôture, partie pour chasser son frère. Je me suis relevé et je me suis tourné vers le porche. La porte qui m'avait autrefois fermée était maintenant ouverte. Je suis entré. La lavande s'accrochait encore faiblement à l'air, comme si elle venait de passer. Sur le manteau de la cheminée, la photo que j'avais restaurée était droite, la lumière du soleil dansant sur le verre. Elle souriait sur cette photo. Pas en posant, pas en faisant semblant. Juste en souriant. On ne peut pas enterrer l'amour. Pas sous des papiers, pas sous l'orgueil. Il s'enracine dans des endroits tranquilles et attend. Attend que vous reveniez à lui. Je suis sorti une fois de plus et j'ai laissé la moustiquaire se refermer derrière moi. Le vent a de nouveau traversé les arbres, attrapant les carillons une dernière fois. Le même son qui m'avait autrefois brisé me laissait maintenant partir. Elle est partout ici. Pas dans ce qu'elle a laissé, mais dans ce qu'elle m'a appris.